Albert Einstein est né à Ulm, en Allemagne. C'était le 14 mars 1879. Ses parents s'appelaient Hermann et Pauline Einstein. C'était une famille juive de la classe moyenne. Le petit Albert n'était pas un enfant très bavard au début. Certaines histoires racontent qu'il a commencé à parler assez tard. Ses parents s'inquiétaient parfois pour son développement. Mais le jeune Albert était simplement un observateur silencieux. Il absorbait le monde qui l'entourait. Son esprit était déjà plein d'émerveillement, même tout petit garçon. Ses débuts discrets ne laissaient rien présager du penseur révolutionnaire qu'il allait devenir. Un moment très important s'est produit, quand Albert avait environ 5 ans. Il était malade, au lit. Son père, Hermann, lui a donné une boussole magnétique pour jouer. Albert était fasciné par l'aiguille de la boussole. Elle indiquait toujours le nord, peu importe comment il tournait la boussole. Il se demandait quelle force invisible faisait bouger l'aiguille. Ce simple jouet a éveillé en lui une profonde curiosité. Il a réalisé qu'il y avait des forces mystérieuses dans l'univers. Il voulait comprendre ces choses invisibles. Cet événement l'a marqué toute sa vie, comme un rappel du pouvoir de la curiosité. Peu après, la famille d'Albert a déménagé à Munich. C'était une ville plus grande en Allemagne. Il y a commencé sa scolarité officielle. Albert était un bon élève à bien des égards. Cependant, il n'appréciait pas toujours l'environnement scolaire strict. Il trouvait l'apprentissage par cœur et la discipline rigide difficile. Il préférait apprendre les choses à sa manière, en réfléchissant et en questionnant. Cet esprit indépendant était un élément clé de son caractère. Il se heurtait souvent à des professeurs qui exigeaient une obéissance aveugle. Il montrait déjà des signes d'une personnalité unique. Sa famille a joué un rôle dans l'épanouissement de ses centres d'intérêt. Sa mère, Pauline, aimait la musique et lui a appris le violon. Cet amour pour la musique ne l'a jamais quitté. Son oncle Jacob, un ingénieur, venait souvent leur rendre visite. L'oncle Jacob donnait au jeune Albert des énigmes mathématiques intéressantes. Il a initié Albert à l'algèbre, l'appelant une « science joyeuse ». Ses premières expériences avec les mathématiques et les sciences en dehors de l'école ont été très importantes. Elles ont contribué à façonner sa passion grandissante pour la compréhension du fonctionnement du monde. Il a appris qu'explorer des idées pouvait être excitant et amusant, une véritable aventure pour l'esprit. En grandissant, Albert a fréquenté le Luitpold Gymnasium à Munich. Il a continué à avoir du mal avec les méthodes d'enseignement strictes. Il avait l'impression que l'école essayait d'étouffer la créativité des élèves. Il n'aimait pas l'accent mis sur la mémorisation des faits sans compréhension. Il rêvassait souvent en classe, pensant à ses propres idées scientifiques. Cela faisait croire à certains de ses professeurs qu'il n'était pas un bon élève. Mais Albert apprenait simplement à sa manière. Unique. Il explorait déjà des questions complexes dans son esprit, bien au-delà du programme scolaire. Sa véritable passion résidait dans la physique et les mathématiques. Quand il avait 15 ans, sa famille a déménagé en Italie. Albert est resté à Munich pendant un certain temps pour terminer ses études. Cependant, il a vite décidé de quitter le gymnasium. Il a rejoint sa famille à Pavie, en Italie. Il a apprécié son séjour en Italie, ressentant un sentiment de liberté. Il a plus tard décidé de poursuivre ses études en Suisse. Il a fréquenté un lycée spécial à Aarau. L'atmosphère y était beaucoup plus ouverte et encourageante. Il s'y sentait plus à l'aise et son apprentissage s'est épanoui. C'est à cette époque, à l'âge de 16 ans, qu'il a renoncé à sa citoyenneté allemande pour éviter le service militaire. Gap 2S. Albert a ensuite postulé à l'école polytechnique fédérale, ETH, de Zurich. Il voulait étudier la physique et les mathématiques. Il a réussi l'examen d'entrée à sa deuxième tentative. À l'ETH, il a rencontré Mileva Maric, une camarade étudiante en physique originaire de Serbie. Elle deviendra plus tard sa première femme. Albert n'était pas toujours l'étudiant le plus assidu en cours. Il séchait parfois les cours qu'il trouvait ennuyeux. Au lieu de cela, il préférait étudier par lui-même les travaux des grands physiciens. Il se concentrait sur ce qui l'intéressait vraiment, développant sa propre compréhension. Il a obtenu son diplôme de l'ETH en 1900. Après avoir obtenu son diplôme, Albert a eu du mal à trouver un emploi universitaire. Pendant 2 ans, il a cherché un poste d'enseignant ou d'assistant. Il a essuyé de nombreux refus. Ce fut une période difficile pour lui. Finalement, avec l'aide du père d'un ami, il a trouvé un emploi. Il est devenu expert technique à l'Office des brevets de Berne en 1902. Cet emploi aurait pu sembler ordinaire, mais il lui assurait un revenu stable. Il lui donnait aussi beaucoup de temps pour réfléchir à la physique.
Il examinait les demandes de brevets et, pendant son temps libre, il travaillait sur ses idées révolutionnaires. L'année 1905 fut vraiment remarquable pour Albert Einstein. On l'appelle souvent son annus mirabilis, ou année miracle. Alors qu'il travaillait à l'office des brevets, il a publié 4 articles révolutionnaires. Ces articles allaient changer la science à jamais. Un article expliquait l'effet photoélectrique. Il montrait que la lumière peut se comporter comme des particules, et pas seulement comme des ondes. Ce travail lui a valu plus tard le prix Nobel de physique, en 1921. Un autre article expliquait le mouvement brownien, fournissant des preuves de l'existence des atomes. Un troisième article présentait sa théorie de la relativité restreinte. Le quatrième explorait la relation entre la masse et l'énergie. Sa théorie de la relativité restreinte était révolutionnaire. Elle proposait que les lois de la physique sont les mêmes pour tous les observateurs non accélérés. Elle affirmait également que la vitesse de la lumière dans le vide est constante. C'était une idée très nouvelle. De cette théorie est née la célèbre équation E égale mc². Cette équation montrait que l'énergie et la masse sont interchangeables. Cela signifiait qu'une petite quantité de masse pouvait être convertie en une énorme quantité d'énergie. Ce concept avait des implications énormes. Il a jeté les bases de l'énergie nucléaire et de l'ère atomique, bien que ce ne fût pas son intention. Einstein n'en avait pas fini avec ses travaux sur la gravité. Pendant les 10 années suivantes, il a travaillé dur pour développer ses idées. Il voulait inclure la gravité dans son cadre théorique. En 1915, il a publié sa théorie de la relativité générale. Cette théorie décrivait la gravité d'une manière complètement nouvelle. Elle disait que la gravité n'est pas une force qui attire les objets les uns vers les autres. Au lieu de cela, la gravité est une courbure, ou une déformation de l'espace et du temps, ou de l'espace-temps. Les objets massifs, comme les planètes et les étoiles, courbent l'espace-temps autour d'eux. D'autres objets suivent alors ces courbes. C'était un concept ahurissant qui remettait en question des siècles de pensée. Le monde était stupéfait par ces idées, mais les scientifiques avaient besoin de preuves. Une opportunité s'est présentée en 1919. Lors d'une éclipse solaire totale, des scientifiques ont observé la lumière des étoiles se courber autour du Soleil. Le degré de courbure correspondait aux prédictions d'Einstein issues de la relativité générale. Cette confirmation a fait d'Einstein une célébrité internationale du jour au lendemain. Les journaux du monde entier ont salué son génie. Il est devenu le scientifique le plus célèbre du monde. Ses théories n'expliquèrent pas seulement des phénomènes connus, mais en prédisaient également de nouveaux. Il avait véritablement remodelé notre compréhension du cosmos, des plus petites particules aux plus grandes galaxies. Alors que la renommée d'Einstein grandissait, des changements politiques s'opéraient en Allemagne. Le parti nazi montait en puissance au début des années 1930. L'antisémitisme, les préjugés contre les juifs, devenaient de plus en plus dangereux. Einstein était juif, et il était aussi un pacifiste déclaré. Cela faisait de lui une cible pour les nazis. Il était en visite aux États-Unis quand Adolf Hitler est arrivé au pouvoir en 1933. Il a sagement décidé de ne pas retourner en Allemagne. Ses biens ont été confisqués et ses livres brûlés. Il savait qu'il ne pouvait plus vivre en sécurité dans son pays natal. Einstein a accepté un poste au Nouvel Institute for Advanced Study à Princeton, dans le New Jersey. Il y passera le reste de sa vie. Il est devenu citoyen américain en 1940. À Princeton, c'était une figure familière. Il était connu pour son style de vie simple et sa nature bienveillante. Les enfants lui demandaient parfois de l'aide pour leurs devoirs de mathématiques. Il a poursuivi ses recherches scientifiques, cherchant une théorie du champ unifié. C'était une théorie qui combinerait la gravité avec les autres forces de la nature. Il n'a jamais pleinement réussi dans cette quête, mais ses efforts en ont inspiré beaucoup. Gap 2S. Au-delà de son travail scientifique, Einstein était profondément préoccupé par l'humanité. Il s'est élevé contre le racisme et la guerre. Il a plaidé pour les droits civiques et la coopération internationale. Bien que ses travaux sur E égale mc² aient été fondamentaux pour le développement des armes nucléaires, il a été horrifié par leur création. Il a écrit une lettre célèbre au président Franklin D. Roosevelt. Cette lettre mettait en garde contre la possibilité que l'Allemagne développe une bombe atomique. Plus tard dans sa vie,
Il a fait campagne pour le désarmement nucléaire et la paix mondiale. Il croyait que les scientifiques avaient une responsabilité morale envers l'humanité. Albert Einstein est mort le 18 avril 1955, à Princeton. Il a laissé derrière lui un héritage presque inégalé en sciences. Ses théories de la relativité ont révolutionné la physique. Elles sont essentielles pour comprendre des choses comme la technologie GPS, les trous noirs et le Big Bang. Son œuvre continue d'inspirer les scientifiques et les penseurs. Mais on se souvient de lui pour bien plus que ses équations. On se souvient de son esprit brillant, de sa profonde curiosité et de sa profonde humanité. Son image, avec ses cheveux en bataille et ses yeux pensifs, est devenue un symbole mondial du génie et du pouvoir de l'imagination humaine.